Chapitre 25 Rebelle. Après avoir annoncé le changement de destination et répondu aux diverses interrogations qui suivirent, il y eut un consensus sur la stratégie adoptée. Nous reprîmes ainsi la route en longeant la côte sud au lieu de prendre la direction du nord. Presque 2 heures plus tard, nous rejoignîmes Rameswaram, dernière ville avant de gagner l'immense île de Colombo. Cette dernière était reliée au continent par un des ponts les plus longs du monde. Il connectait la plage de Dansuogdi à celle de Nakuduka sur près de 40 km. Le viaduc se situait à environ 50 mètres du niveau de la mer et joignait à diverses petites îles pour permettre le passage du détroit. Ce fut certainement le spectacle le plus impressionnant de notre expédition. Une fois sur l'île de Colombo, après environ 3 heures et demie passées dans le vent, nous fîmes une halte à Iodawa. C'était une petite ville de pêcheurs au bord d'un lac, un rien charmant. Ce fut l'occasion de manger un excellent poisson grillé. Une fois rassasiés, il nous fallait continuer car nous souhaitions arriver à destination avant la Sunwiche. 65 km à l'est, dans une jungle marécageuse et simplement habitée des ruines d'anciennes civilisations, nous trouvâmes la ville de Vuvineyam mais nous n'eûmes pas le temps de nous y arrêter. La dernière étape comprenait 2 heures de route vers l'est, toujours à travers une jungle limonneuse et sans relief. Heureusement, la chaussée était relativement bonne et nous ne passâmes par aucun problème mécanique. Une fois parvenus à notre destination, sur la ville côtière et prospère de Tronc-Camel, nous dûmes passer un contrôle de police. Les autorités locales de la sûreté avaient pour habitude de passer le flux touristique au peigne fin. Les policiers voulurent donc savoir qui nous étions, d'où nous venions et ce que nous comptions faire ici. Mes parents montrèrent les cartes d'identité du groupe et expliquèrent que nous venions passer quelques jours pour profiter de la plage et des activités nautiques. D'autres véhicules arrivaient, et comme les agents de la paix devaient faire du chiffre, ils nous laissèrent passer sans faire d'histoire. Ils préféraient inspecter des voitures plus suspectes que la nôtre. Après avoir fait un tour de reconnaissance de la cité, nous avions posé nos valises dans le petit hôtel du club de plongée au nord de la baie de Tambagelam. Le jour suivant, Étoilin, Corample, Dari, 790 PC, le groupe commença ses présupposées vacances. Mes parents restèrent dormir à l'hôtel pendant que moi et mes 3 amis partîmes inspecter les lieux. Nous étions arrivés à destination et il me fallait trouver le point d'entrée qui nous mènerait à la cité perdue de Guillaume. Le rêve que j'avais eu après avoir donné le code à la borne télépathique dans la forêt de Knoni m'amenait clairement au nord de cette baie, sur la plage. Comme je n'avais pas plus d'informations que cela, nous décidâmes avec le groupe de parcourir le rivage à pied. À quelques centaines de mètres de l'hôtel, au détour d'un rocher, au milieu de nulle part, je sentis une connexion télépathique s'établir. Je compris alors que nous passions près d'un nouvel émetteur. Je demandai donc à mes amis de faire une pause et je communiquai à ce nouveau relais le code. L'humanité doit se donner un cerveau immortel qui puisse la guider sur la route où en ce moment elle chancelle. Je m'attendais à la même réponse que la première fois, « Bonne nuit, Savance », mais ce ne fut pas le cas. L'émetteur commença à discuter en déicien avec moi de façon intelligente. « Savance, tu es arrivé à bon port. As-tu des questions ?» Interloqué, je ne savais pas quoi répondre. Mes amis me demandèrent ce qu'il se passait et au lieu de leur expliquer, je regardais bêtement dans le vide. Icar posa sa main sur mon épaule. « Savance, tu vas bien? Que se passe-t-il? » Il y a un nouvel émetteur qui me dit qu'on est au bon endroit et qui me demande si j'ai des interrogations. C'est génial, ça veut dire que les relais télépathiques peuvent interagir et nous aider. Cela veut dire aussi qu'ils nous surveillent et qu'ils peuvent lire en moi que j'ai bien reçu leur message sans même que je leur délivre cette information. Tu penses du coup que ces appareils constitueraient un piège de l'ODC pour détecter les déviants? Non, je ne crois pas, mais je trouve cette situation suffisamment étrange pour m'en préoccuper. Je vais dialoguer avec l'émetteur pour comprendre ce qu'il se passe. Icar se tut et retourna à côté de Nettie et Arjuna. Je repris donc mon dialogue avec la machine. Comment sais-tu que je suis parti d'un autre endroit et que je connais le chemin à suivre? C'est le savoir qui est gravé dans ta mémoire. Tu veux dire que sans m'en rendre compte, je te délivre mes pensées? Partiellement correct, seulement ce que tu sais en déicien car les autres langues me sont étrangères. Et tu communiques avec les autres relais dans le monde?
Tu es une connexion entre les émetteurs que tu rencontres car à cause de la distance et de l'absence de communication spatiale, chaque émetteur est isolé. C'était aussi une volonté de notre concepteur pour qu'il soit impossible de tracer un signal entre plusieurs émetteurs si l'un d'entre eux était trouvé par hasard. C'est donc une sécurité pour que l'ODC ne puisse pas tous vous détruire si elle trouvait un émetteur. C'est bien cela? Je n'ai pas la réponse à ta question car je ne sais pas ce que signifie ODC. C'est l'œil du droit chemin. Je n'ai toujours pas la réponse. C'est un ennemi. Oui, ta remarque est justifiée, s'avance. As-tu d'autres questions? J'étais à présent serein. Avant de reprendre la discussion avec la machine, je transmis ces nouvelles informations à mes camarades. Arjuna me suggéra de demander où se trouvait l'entrée de la cité perdue. Nettie, candidement, proposa de questionner le relais télépathique sur l'histoire de Guillaume et de nous donner tous les tenants et les aboutissants afin de ne pas aller plus loin si nous jugions que le jeu n'en valait pas la chandelle. Icar, quant à lui, s'impatientait. Je repris donc mon échange avec l'émetteur en l'interrogeant selon la demande de Nettie. Voici la réponse que j'obtins. S'avance, j'ai moins d'informations que ce que tu as pu découvrir par toi-même. Moi et les autres émetteurs avons été conçus comme des outils et non comme des bases de données de sorte que si l'un de nous était découvert, il n'aurait pas suffisamment d'informations à se faire voler pour compromettre la mission et les objectifs qui conditionnent notre existence. Je comprends, mais qu'en est-il de l'itinéraire que l'autre relais a gravé dans mon esprit? Il n'a absolument rien gravé car il ne sait pas quel est l'itinéraire dont tu parles. Mais comment est-ce possible? À l'instant, tu viens de me dire que nous étions sur la bonne route. J'ai en effet contrôlé cette information par rapport à ce que j'ai pu lire dans ta mémoire déicienne. Je ne comprends pas. Comment puis-je savoir la direction que je dois suivre si ce n'est pas le premier émetteur qui me l'a donnée? Tout simplement parce que tu la connaissais déjà. Mais comment pourrais-je la connaître? Je ne suis jamais allé plus loin que Panulur. Je ne connais pas l'endroit dont tu parles. Veux-tu parler de la ville de Punalur? Oui, certainement. Je peux te donner les coordonnées de ce lieu si tu le souhaites. Non, je voudrais comprendre comment je connais la route pour retrouver Guillaume. Je ne connais pas Guillaume. Bon sang, comment je sais où je dois aller? Moi comme tous les autres émetteurs localisés sur cette planète ne sommes que les gardiens des clés. En nous communiquant le code, l'humanité doit se donner un cerveau immortel qui puisse la guider sur la route où en ce moment elle chancelle. Tu n'as fait que choisir une clé, Savance, qui a ouvert en toi un savoir génétique que tu ignorais. Je demeurais sans voix, les yeux grands ouverts. Après quelques hésitations, je repris la conversation télépathique en déicien. Tu veux dire que depuis ma naissance je connaissais le chemin à suivre? Oui, mais tu n'en avais pas conscience. Cette information ne pouvait être libérée de ton subconscient pour se ranger dans ta mémoire visuelle que par une clé télépathique issue d'un émetteur. Cela veut dire qu'éventuellement, si je te communique d'autres codes, tu as d'autres clés à me donner et j'aurai ainsi dans mon subconscient d'autres savoirs que j'ignore? Tout à fait. Et comment ai-je acquis ces souvenirs? C'est une mémoire génétique associée à tes capacités télépathiques qui a été introduite dans le génome humain à une date qui m'est inconnue. Qu'est-ce que génome et génétique? Génome est une information que l'on peut retrouver à l'identique dans les plus petites parties de ton corps, les cellules, et qui définit les capacités, les caractéristiques et le fonctionnement de l'être que tu es. Génétique caractérise une entité liée au génome. Dans notre discussion, nous parlons de ta mémoire subconsciente, celle que ton cerveau ne maîtrise pas à volonté. Je pris quelques minutes pour informer mes amis et assimiler ces nouvelles notions. Nettie avait un peu de mal à comprendre. Alors Ricard lui expliqua ce qu'il avait interprété et le groupe me laissa continuer avec la machine. Je suppose que si je te demande qui m'a programmé de la sorte, tu ne le sauras pas. En effet. Cela veut finalement dire que je n'ai pas de libre arbitre et que je rejoindrai nécessairement le lieu qui a été enregistré dans ma mémoire. C'est faux. Tu peux aussi te faire tuer et ne pas rejoindre le terminus de ton itinéraire. Tu peux décider de ne pas suivre cet itinéraire car le génome ne conditionne pas tes choix,
il te donne juste des capacités analytiques différentes de celles d'une autre personne. Tu aurais pu faillir à trouver la bonne clé. Tu es un être libre avec des outils. Tu as fait un choix pour construire ton avenir. Très bien, je pense te faire confiance. Je le sais. Ah. Je ne me doutais pas qu'une machine pouvait même avoir de l'humour. La machine n'est-elle pas l'avenir de l'homme? Philosophe qui plus est. Nous pourrions discuter longtemps de diverses choses, mais je sais que tu es pressé. As-tu d'autres questions, Savance? Comment puis-je découvrir les autres codes qui, après un moment de sommeil, je présume, révéleront en moi d'autres informations? Je ne le sais pas. Encore une fois, nous, les émetteurs, ne sommes que des outils aux multiples fonctionnalités. Quelles sont vos autres fonctions? La liste comporte 231 items. Choisis-en 2 au hasard. Je ne peux pas choisir. Mes réponses sont nécessairement la conséquence des questions qui me sont posées. Donne-moi le 14e item et le 100e. Numéro 14, nom de la fonction uniquement débloquable sur communication du code. Numéro 100, donner une spectrographie des alentours dans un rayon de 5 km. Je suis impressionné par tes capacités. Donc, si j'ai bien compris, ces fonctionnalités doivent, elles aussi, être déclenchées grâce à un code? C'est exact. As-tu d'autres questions, Savance? Je ne sais pas exactement où se trouve l'endroit de ma destination. Peux-tu m'aider? Cherche au fond de toi pour apercevoir les réponses. As-tu un nom? Aucun. Alors, qui que tu sois, merci pour ton aide. Bonne nuit, Savance. À cet instant, je compris que je devais dormir à nouveau pour revivre le rêve qui nous amena à la bête de Tambagelam. Je compris aussi que je devais être plus attentive pour déceler des détails la formule du succès. Nous rentrâmes donc aussitôt à l'hôtel. Une fois dans la chambre, mes parents me demandèrent ce que j'avais trouvé. Je leur répondis le sommeil puis m'allongeai sur mon lit les rideaux fermés. Après avoir canalisé l'excitation de toucher au but, je réussis à m'endormir et le rêve de l'an passé emporta à nouveau mon esprit sur la route de Guillaume. Cette dernière fut brève car nous étions quasiment à son terme. J'initiai donc l'aventure dans un lieu semblable à l'emplacement de l'hôtel mais érigé d'habitation d'une autre époque, certainement celle d'avant-guerre. J'observais attentivement tous les détails pour mieux me situer une fois réveillé. Lévitant à faible allure, j'avançais vers la plage à la sandwichée et continuais mon chemin dans la baie à la nuit tombée. Voilà, c'était la clé. Nous devions aller ce soir sur l'eau à environ 300 mètres de la rive face à l'hôtel. En me réveillant vers 1h, pile à l'heure pour déjeuner avec mon équipe, je profitais du repas pour lui expliquer ce que j'avais compris. Depuis notre arrivée la veille, nous savions que l'hôtel était pourvu d'un club de plongée. Nous allâmes donc naturellement nous renseigner sur cette activité. Pour ne pas éveiller les soupçons, nous posions tout un tas de questions dans lesquelles nous dissimulions celles qui nous intéressaient. C'est ainsi que nous sûmes que la plongée était exclusivement une activité diurne mais qu'il y avait à côté un loueur de petits bateaux à moteur, lesquels pouvaient circuler de jour comme de nuit sur la baie et la baie seulement. Remerciements de circonstances, promesses de touristes, nous voilà partis explorer l'option bateau. Accueil jovial. La propriétaire nous présenta sa flotte et une demi-heure plus tard, nous louions une embarcation pour la nuit sans que personne ne trouve cela étrange. De nombreux touristes le faisaient régulièrement. En cette nuit d'étoiles à Planetto, nous allions savoir si tout ce périple allait mener à quelque chose de tangible. Même si vous n'avez pas encore lu la suite de mon journal, vous devez clairement constater qu'il reste encore de nombreuses pages. Je vous ôte donc le suspense puisque nous allions bien réussir à pénétrer dans l'antre pluricentenaire de Guillaume. En voici d'ailleurs le récit. La nuit venait de tomber et nous prenions le bateau à moteur. De manière calme et naturelle, ma mère amena notre barque vers le centre de la baie. Nous éteignîmes la plupart des lumières pour rester le plus discret possible sans pour autant devenir invisible et risquer un accident. L'attente fut longue mais au bout de 2 heures environ, je perçus un contact télépathique similaire à ceux des émetteurs. Il me demandait le code, l'unique que je connaissais. Sans hésitation, l'humanité doit se donner un cerveau immortel qui puisse la guider sur la route où en ce moment elle chancelle l'instant d'après. Un plongeur sortit de l'eau et monta doucement à bord. Sans même se présenter, il dit sereinement en déicien, mon déicien,
qu'il cherchait s'avance. Comme personne n'avait rien compris, je m'avançai vers lui. Il m'annonça alors que nous devions rentrer vite à quai afin de ne pas attirer l'attention de la police, que nous devions clore dès demain notre séjour et que nous devions garer notre véhicule à une adresse complice qu'il nous communiqua. Ce serait là qu'il viendrait nous chercher demain soir. Après s'être assuré d'une poignée de main de notre bonne foi, il nous quitta dans l'opacité de l'eau nocturne. Nous étions tous excités par cette nouvelle étape qui s'annonçait palpitante. Une fois la sérénité revenue, nous ramenâmes notre embarcation à quai. Tout le monde avait hâte d'être au lendemain. Notre comportement à tous fut exemplaire de normalité. Après avoir payé l'hôtel, nous analysâmes le plan pour nous rendre à l'adresse indiquée. C'était un petit parking miteux à quelques kilomètres plus loin sur la rive. Une seule personne tenait cet endroit. Au-dessus du portail, il y était écrit le parking anonyme. Nous en déduisîmes donc le prénom du propriétaire. Mon premier contact avec lui fut un bonjour en déicien. Il comprit alors à qui il avait affaire. Après avoir garé le van et nos valises dans un de ses garages, Nonim nous invita à passer le reste de la journée sur le port. Il nous parla de sa famille qui garde ce lieu depuis des siècles comme s'il s'agissait d'un temple sacré. Dans la discussion, il parla du livre L'homme qu'il avait reçu de sa mère. Ce fut à ce moment-là que mon père baissa sa garde et eut réellement confiance en lui. Il savait que génération après génération, sa famille comme la sienne avait fait preuve de résistance, certes passive, mais surtout patiente. Le soir venu, le plongeur de la veille fit son apparition au parking anonyme. Il se présenta sous le prénom de Jules. Il faisait nuit et nous allions naviguer dans la baie. Notre ami anonyme nous emmena à son bateau et le fit démarrer. Quelques minutes après être retourné au centre de la baie, toutes lumières éteintes, un mini sous-marin sortit de l'eau à bâbord. Le sas supérieur s'ouvrit et Jules nous invita à entrer à l'aide d'un pont métallique amovible. Après de nombreuses accolades avec Nonim, nous suivions Jules vers ne savait-on quelles aventures. Le sous-marin s'enfonça lentement et discrètement dans la mer. L'équipage nous expliqua que nous allions traverser deux baies voisines, celle de Tambalagam puis de Codillard avant de descendre plus au nord un canyon sous-marin et rejoindre ensuite la base secrète où j'espérais découvrir le legs de Guillaume à l'humanité. Après avoir passé le sas de décompression, Jules, son équipage, mon groupe et moi pénétrâmes dans la cité rebelle logée au fond de l'océan. Alors que notre hôte nous amenait vers la salle de commandement, je demandai avec aplomb si nous allions voir le mausolée de Guillaume. Jules interrompit sa marche, se retourna, et me répondit avec le sourire de l'érudit. Guillaume est vivant, mais il n'est pas dans cette base.